Bonjour Karim Yaoui. Bonjour. Avant toute chose, de quoi parle-t-on exactement quand on parle d'avoir russe gelé? Alors c'est vrai que c'est un sujet récurrent parce que depuis le début de l'invasion russe à grande échelle, c'est un sujet qui revient sur la table. C'était en février 2022. À ce moment-là, Bruxelles décide d'interdire toutes les opérations liées à la gestion des réserves et des avoirs de la Banque centrale de Russie, ce qui fait qu'aujourd'hui, 210 milliards sont immobilisés au sein de l'Union européenne. Alors, pas de droit d'y toucher jusqu'à présent. Toutefois, les intérêts issus de ces avoirs ont pu néanmoins être utilisés pour financer des programmes de soutien à l'Ukraine. Un prêt de 45 milliards a été octroyé à Kiev sur la base des revenus issus de ces actifs russes, mais pas sur ces actifs russes. Ces avoirs, donc on n'y a clairement pas touché jusqu'à présent parce qu'un certain nombre de dirigeants européens étaient inquiets que finalement saisir ces actifs soit contraire au principe d'immunité des États. Mais face à la persistance de la Russie dans son agression de l'Ukraine, l'idée de toucher à ces avoirs russes peu à peu a fait son chemin et aujourd'hui, ces avoirs ne sont plus intouchables. Voilà, au motif de la légalité, certains États faisaient blocage. Il semblerait que maintenant, l'idée d'avancer sur ce dossier fasse consensus. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Alors on a essayé de construire un espèce d'échafaudage juridique, ne pas utiliser, utiliser les avoirs sans les confisquer parce que c'est ça qui pose problème. Alors pour éviter cet écueil juridique, l'Europe a réfléchi à un montage financier qui concernerait quelques 185 milliards d'euros qui sont disponibles sous forme liquide au sein de l'Union européenne. L'idée, c'est de mobiliser en grande partie ces avoirs. Ursula von der Leyen explique qu'aujourd'hui, on a une base juridique solide pour utiliser des actifs de la Banque centrale de Russie qui sont immobilisés au sein de l'UE à travers un dispositif de récupération et un prêt de réparation pour l'Ukraine. Donc ça prendrait la forme d'un prêt de quelques 140 milliards. Finalement, la présidente de la Commission européenne explique qu'il y a aujourd'hui un consensus qui n'existait pas par le passé et ce n'est plus admissible que ce soit le contribuable européen qui paye finalement l'effort de guerre ukrainien alors que la Russie a largement contribué à ravager ce pays. C'est à peu près la même tonalité qu'on retrouve chez Kaja Kallas. Elle dit il y a un principe fondamental du droit international, c'est que vous devez couvrir les dommages que vous avez causés. Et aujourd'hui, finalement, du côté de l'Europe, on se retranche derrière cette idée pour finalement faire payer la Russie. Ce dispositif qui est imaginé est construit sur la notion de réversibilité, c'est-à-dire qu'on va conditionner la restitution de ces avoirs saisis au paiement des réparations par la Russie une fois la guerre terminée. La Commission européenne qui estime que c'est aujourd'hui un message très fort adressé à la Russie. Caroline de Camara évoquait tout de même l'inquiétude majeure, celle de la Belgique, qui a peur finalement de se retrouver à payer seule en cas de litige. Et les Belges demandent aujourd'hui qu'il y ait un mécanisme de solidarité pour que le budget finalement de l'Union européenne puisse se porter garant. Alors on parle de la Belgique, mais il faudra aussi évoquer ces entreprises européennes qui sont particulièrement inquiètes. On sait que du côté de la Fédération de Russie, on a mis en avant qu'on mettrait tous les moyens légaux à la disposition, quitte à s'en prendre à un certain nombre d'entreprises européennes. Cette décision, évidemment, serait très dommageable pour ces entreprises parce qu'on pourrait imaginer que la Russie prenne le contrôle d'un certain nombre d'actifs d'entreprises. Ça a été le cas notamment pour l'entreprise française Air Liquide. Une question, Karim, rapidement. En quoi ce prêt aux Ukrainiens apporterait un nouveau souffle à Kiev ? Alors c'est beaucoup d'argent, c'est énormément d'argent. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, explique que cet argent pourrait maintenir à flot l'Ukraine et financer sa guerre contre la Russie pendant les 3 prochaines années. Et d'ailleurs, c'est sous l'impulsion de la France que la Commission européenne a proposé que la majeure partie des sommes soit utilisée pour acheter du matériel militaire européen. On sait tout de même que les Européens achètent beaucoup aux États-Unis, alors peut-être
peut-être qu'on se retrouvera dans une situation où les Européens achètent aux États-Unis pour vendre aux Ukrainiens. En tout cas, si côté français, on évoque une somme qui pourrait permettre à l'Ukraine de tenir pendant 3 ans, les Ukrainiens estiment plutôt que ça leur permettrait de tenir pendant 1 an. En tout cas, tout ça intervient dans un moment de pression sur la Russie. On a évoqué ce paquet de sanctions européens, cette lassitude exprimée par Donald Trump qui frappe directement au portefeuille et qui touche des entreprises comme Rosneft et Gazpromneft, 2 fournisseurs de pétrole russe. On s'en prend aussi à cette flotte fantôme. 117 navires supplémentaires ont été ajoutés à une liste noire. Eh oui, je vous le confirme, Donald Trump est plus qu'exaspéré par les allers-retours de Vladimir Poutine. Merci beaucoup, Karim, pour ce décryptage.